Le rapport de force est-il en train de basculer ce matin au 5e jour de l'offensive russe? La question est posée. Nous sommes, vous le voyez, en direct de Kiev, la capitale, où le cessez-le-feu a pris fin, où le couvre-feu a pris fin il y a moins de 3 heures. Ce matin, Kiev demande un cessez-le-feu immédiat à la Russie et le retrait des troupes russes. Cette demande va-t-elle être entendue? C'est possible, tout est sur la table à l'heure où Moscou dit vouloir trouver un accord avec l'Ukraine. Et Magali, avant de faire le point sur les combats qui ont lieu à Kiev, rappelons qu'une délégation ukrainienne est arrivée à la frontière avec le Bélarus pour entamer ces négociations. Oui, on a des images en effet de cette délégation, 4 ou 5 membres côté ukrainien qui est arrivé en hélicoptère à cette frontière avec la Biélorussie. Ce qui est intéressant, c'est de voir le profil du négociateur en chef russe, dont on connaît l'identité, qui est Vladimir Medinsky. C'est l'ancien ministre de la culture, de la propagande de Vladimir Poutine. C'est un ultranationaliste. C'est vraiment, il a un profil d'ultranationalisme. Il a peu de crédit politique, aucune expérience à l'international. Donc c'est un choix qui interroge quand même sur le sérieux de cette délégation russe qui est donc envoyée par le Kremlin à la frontière de la Biélorussie. Ce qui est intéressant aussi, c'est que l'armée ukrainienne dit ce matin que les Russes ont ralenti leur offensive. Est-ce qu'il faut y voir quand même une chance pour la discussion, pour la négociation? On sait que maintenant que Kiev demande un cessez-le-feu immédiat, le retrait des troupes russes. Donc, tape très dure. C'est vrai qu'on a l'impression, comme vous le disiez, qu'il y a un espèce de rapport de force qui est en train d'évoluer. On voyait bien qu'au début de l'offensive, évidemment, Moscou avait l'avantage, mais au fur et à mesure qu'on voit que les plans de Vladimir Poutine sont quand même contrecarrés par la résistance des Ukrainiens, eh bien, le ton change et peut-être que le rapport de force, oui, évolue. Évidemment, tout ça à prendre avec énormément de précautions, tellement, on le sait, dans des négociations, l'intérêt, c'est d'arriver en position de force. Bien Donc, sûr. Évidemment, chacun va essayer d'avancer ses pions avant de se mettre à la table des discussions. Alors, le regard de Gérard Vespierre, géopolitologue et fondateur du site Le Monde décrypté, évidemment très intéressant à l'heure où l'on suit minute par minute ce qui se passe en Ukraine. Je rappelle que le général Bruno Darry, ancien gouverneur militaire de Paris, est avec nous, et Julien Arnaud du service politique de TF1 LCI. Gérard Vespierre, est-ce que Moscou est en train de se rendre compte que les Ukrainiens ne vont pas se laisser faire et que le rapport de force est peut-être en train de basculer de leur côté? Je réponds oui aux deux questions. C'est clair. Absolument, effectivement, les choses changent et je crois qu'il doit être très, très intéressant de se pencher sur la question suivante. Que se passe-t-il au Kremlin ? Car s'il y a eu un limogeage du chef d'état-major, si on envoie maintenant, 24 heures après, une délégation pour mener des négociations, et je crois que le profil qui vient nous être décrit du négociateur est particulièrement pertinent. À partir du moment où vous envoyez quelqu'un qui n'a peu ou pas de compétences, qu'est-ce que cela veut dire? Ça veut dire que vous êtes obligatoirement aux ordres. Voilà, il n'a pas de latitude, mais ça veut dire qu'il y aura un canal absolument obligatoire avec la maison mère, si je puis dire, donc avec le Kremlin, et ça donne aussi une indication de l'ambiance qui peut se dérouler et qui se déroule actuellement à Moscou. C'est certainement une ambiance de tension interne, parce qu'il y a cette question militaire, il y a cette question hautement politique, il y a la situation économique qui est en train de déraper lourdement. La bourse de Moscou n'a pas pu ouvrir ce matin, c'est-à-dire que l'industrie, le commerce et la finance doivent être vent debout contre le pouvoir politique. Le rouble continue de diviser, c'est-à-dire qu'on se dirige vers une inflation à 20% en Russie d'ici la fin du mois de mars. Donc voyez-vous, il se passe des choses en profondeur, bien au-delà de ce conflit, et nous allons dans la bonne direction. Les négociations sont à l'évidence la façon d'avancer. Général. Oui, dans tous les conflits, en parallèle avec les guerres,
ou les combats plutôt. Il y a toujours eu des négociations. Pour la Première Guerre mondiale, il y avait des négociations en parallèle. L'important, c'est d'arriver en position de force à ces négociations. Donc, avoir des avancées ou des succès tactiques pour permettre de négocier en disant à l'adversaire, regardez, on a été jusque-là, si on ne négocie pas, on va continuer notre offensive. Voilà, donc, alors, c'est évident que c'est une bonne chose qu'il y ait des négociations, parce que c'est quand même une porte ouverte, etc. Mais c'est pas parce que le conflit va s'arrêter demain. Oui, il faut être très prudent, surtout au vu des images de ces dernières heures, Nivin, à Kiev, la capitale. Oui, général. En plus, dans l'offensive, les Russes ont fait ce qu'il y avait de plus facile. La suprématie aérienne, c'est pas très difficile à avoir, parce que dès qu'il y a un avion qui vole, vous le descendez avec des missiles à longue portée, etc. Donc, et puis, de toute façon, vous savez que si vous n'avez pas la suprématie aérienne, vous ne pouvez pas arriver à contrôler la terre, le sol. Le sol. Rappelez-vous le Daguet, l'opération Daguet, on a commencé à éliminer toute la flotte aérienne, la défense aérienne de Saddam avant d'arriver au sol. Donc ça, il l'a fait, et c'est relativement facile, c'est la technique. Mais maintenant, à terre, c'est beaucoup plus compliqué, et c'est là où la résistance ukrainienne est sûrement plus forte que ce qu'il estimait. La motivation des hommes est essentielle. La motivation des hommes est essentielle. La motivation n'est pas du côté russe. Elle est du côté ukrainien. Il faut tout le passif de l'Ukraine vis-à-vis de la Russie. Rappelez-vous ce que les Ukrainiens appellent Holodomor. Il y a 90 ans, les Russes, Staline a affamé le pays. Il y a eu 5 millions de morts. 3 millions en Ukraine. 3 millions. Donc c'est quand même des traumatismes profonds dans l'âme ukrainienne. Donc les Russes qui reviennent, ça réveille. Bien sûr, il y a le Donbass sur lequel on peut discuter, mais le reste de la population, c'est quand même c'est l'ennemi. C'est sûr que Vladimir Poutine n'attendait pas à trouver une telle résistance, une telle détermination. Le président ukrainien dit ce matin aux soldats russes, déposez vos armes. Il exige le retrait des troupes russes de la capitale, des environs de la capitale ukrainienne, et exige un cessez-le-feu immédiat suite à ce qui s'est passé ces dernières heures sur le terrain, Nivin. Racontez-nous. Puisque dans la banlieue de Kiev, il y a encore eu des bombardements cette nuit. Alors forcément, c'est un peu moins impressionnant que ces derniers jours, mais il faut quand même noter qu'il y a eu 3 nouveaux tirs de missiles. Un d'entre eux a été neutralisé. Alors c'est vrai que les frappes, elles continuent tout autour de Kiev. L'armée russe serait à moins de 20 km de la capitale ukrainienne, selon le maire de la ville. Alors tout autour de la capitale, c'est des dizaines, voire des centaines de véhicules militaires russes qui sont en train d'arriver. On l'a vu sur des images satellites recueillies par nos confrères d'AP. C'est assez impressionnant. C'est tout un convoi militaire, vous le voyez sur ces images, qui s'achemine en direction de la capitale. Alors ces images, elles ont été prises dimanche à Ivankiv. On est à 60 km environ au nord de la capitale de Kiev, mais depuis, ces chars sont en train de redescendre. Ils sont à 20 km. 20 km, vous le voyez, c'est ce rayon autour de Kiev. Il y a notamment l'aéroport de Gostomel qui a déjà été pris par les soldats russes, qui est déjà tombé. Cet aéroport, d'ailleurs, il a été détruit. Puis il y a un nouveau front qui est en train de s'ouvrir, cette fois au sud. Vous le voyez, c'est la ville de Vasilskiv, pardon pour la prononciation. On voit que les Russes tentent une percée à la fois par le nord, mais également par le sud. Moscou, qui aujourd'hui invite tous les civils ukrainiens à quitter Kiev, la capitale, s'ils le souhaitent, en empruntant cette autoroute vers le sud. Pourquoi ? Parce que vous l'avez compris, c'est vraiment autour de la capitale que sont en train de se concentrer les tensions. C'est là qu'arrivent les soldats russes en plus grand nombre. C'est là aussi que la résistance est la plus visible. On l'a vu notamment sur les images des réseaux sociaux. Merci, Nivin Potro. Les armes tactiques qu'emploient les Russes, ils ont des canons qui portent à 50, 60, 70 km. Donc ce n'est pas parce qu'il y a des frappes sur Kiev qu'ils sont aux portes de Kiev. Ils peuvent être très bien à 60, 70 km. Nous, on a des canons, le César, qui portent à 70 km. Donc vous êtes à Fontainebleau et vous pouvez tirer sur Paris. Donc vous voyez, il faut faire attention
quand il y a Oh, des informations. Ce qui est sûr, hein, et je le rappelle pour les téléspectateurs qui nous rejoignent en ce moment en direct sur LCI, c'est que la détermination des Ukrainiens est en train de surprendre Moscou. Est-ce qu'elle est de nature à faire reculer Vladimir Poutine? La question est posée. Ce qui est sûr, c'est que le président ukrainien Zelensky, qui s'adresse en ce moment en direct à la population ukrainienne, est déterminé à pousser l'armée russe à reculer. Kiev exige un cessez-le-feu immédiat et demande le retrait des troupes russes des environs de Kiev, de la capitale. Tout ceci à l'heure où Moscou est prête à négocier et où une délégation ukrainienne est arrivée à la frontière avec le Bélarus. Nous a rejoint sur ce plateau Isabelle Lasserre, bonjour. Bonjour. Ancienne correspondante à Moscou, journaliste au Figaro. Vous avez écrit Macron, le disrupteur,